Mesdames, Messieurs, chers confrères, au nom de Maître Victor Argan, co-conférencier de ce jour, mais aussi de Maître Ingrid Iselin et Annette Spicher, chef du Practice Group Clientèle Privée de l'étude Keller-Alscarar et de toutes les avocates et avocats du groupe, et bien sûr en mon nom propre, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à ce webinaire consacré au mandat pour cause d'inaptitude. Comme vous le savez sans doute, le mandat pour cause d'inaptitude prend une place de plus en plus large dans le cadre de la planification de la prévoyance privée, de concert ou pas avec une éventuelle planification successorale. Vous connaissez probablement des modèles de tels mandats. Ils sont utiles, mais pas toujours, dans la mesure où, bien souvent, il faut s'efforcer de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, dans un premier temps, Maître Argan va vous dresser un panorama des questions plutôt générales en lien avec un tel mandat. Je reprendrai ensuite la parole pour évoquer un certain nombre de points particuliers en lien avec des mandats dans des situations non ordinaires. Enfin, vous avez la possibilité de poser des questions par le biais de la fonction Q et R ou Q&A ou F und A, je ne sais pas ce qui apparaît sur votre écran, de notre outil de vidéoconférence. N'hésitez pas à en faire usage et nous tenterons de répondre à quelques-unes de vos interrogations après les deux présentations. À toutes fins utiles, je précise que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement vidéo et son. Voilà. Sans plus tarder, je donne donc la parole à Maître Argan et je me réjouis de l'entendre traiter la partie générale. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Philippe pour cette introduction. Alors, comme cela vient de vous l'être indiqué, je vais commencer par vous donner une explication générale de ce qu'est le mandat pour cause d'inaptitude et Maître Frézard vous donnera dans un deuxième temps des conseils plus spécifiques, utiles notamment pour les propriétaires d'entreprises et vous verrez, il y aura plein d'exemples plus concrets. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint. Voilà. Alors, durant cette présentation, je commencerai tout d'abord. Est-ce que ça marche? Voilà. Je commencerai tout d'abord par une brève introduction. J'expliquerai ensuite comment est-ce qu'on établit un mandat pour cause d'inaptitude à la forme. Je parlerai de son étendue, puis de son contenu. Qu'écrit-on dedans? Je vous indiquerai à quoi il faut faire attention lors du choix de ses mandataires. Nous parlerons ensuite du moment auquel le mandat prend effet, donc sa mise en œuvre. Et je terminerai enfin par une partie sur les éventuels conflits d'intérêts avant de laisser la parole à Maître Frézard. Alors pour commencer, qu'est-ce que le mandat pour cause d'inaptitude? Eh bien, c'est un document qui permet à une personne de désigner son représentant, donc son mandataire, en cas d'incapacité de discernement futur. Ce mandat est prévu par le Code civil, qui prévoit qu'il peut porter sur 1. L'assistance personnelle, sur la gestion du patrimoine, et également sur les rapports juridiques avec les tiers. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi rédiger un tel mandat au fond? Eh bien, parce que sans cela, en cas de perte de discernement futur, vous n'avez pas de contrôle sur qui s'occupera de vos affaires personnelles et patrimoniales. Alors, il pourra s'agir de votre mari, de votre femme ou de votre partenaire enregistré qui ont peut-être le même âge que vous et qui ne sont pas prêts à s'occuper de différentes affaires dont vous vous êtes vous-même occupé jusqu'à aujourd'hui. Ou alors, peut-être pire encore, la décision sera laissée au choix de l'autorité de protection de l'adulte qui instaurera une curatelle. Et donc, si vous voulez, ce mandat, c'est une sorte de protection contre l'inconnu. C'est un document qui soulagera vos proches aussi, puisque les discussions de savoir qui s'occupera de la personne incapable sera déjà tranchée par la personne elle-même. Donc voilà, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle on rédige un tel mandat. Après, juridiquement parlant, donc purement juridiquement parlant, le mandat pour cause d'inaptitude est un acte intéressant car c'est un acte hybride qui relève en même temps du droit de la protection de l'adulte quant à son exécution, mais également du droit successoral quant à la forme, car cela ressemble à une sorte de testament de son vivant au fond, et également au droit des obligations car celui-ci impose des devoirs au mandataire qui engage éventuellement sa responsabilité civile dans certains cas. Alors on commence maintenant par la forme du mandat. Et quant à la forme, eh bien celui-ci doit être constitué en la forme holographe ou authentique. Alors holographe, c'est-à-dire écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.
pas à l'ordinateur, hein, à la main. Ou alors la forme authentique, soit devant notaire à Genève ou dans d'autres cantons, l'officier public local ou le notariat d'État. À l'inverse du testament oral, la forme orale n'est pas autorisée et le législateur n'a pas repris l'exigence de 2 témoins pour le mandat pour cause d'inaptitude. Concernant enfin l'endroit où conserver le mandat, il n'existe pas de règle spécifique, mais dans certains cantons, il est possible de déposer le mandat auprès soit de l'autorité de protection de l'adulte, mais à Genève et dans la plupart des cantons, le plus sûr est de le faire inscrire au registre d'état civil. Alors, il s'agira d'une annotation au registre indiquant qu'un tel mandat est inscrit et que celui-ci se trouve en l'étude du notaire X ou de l'avocat Y, et cela permettra à l'autorité, le moment venu, d'en prendre immédiatement connaissance. Le problème, si je le laisse dans un coffre sans l'inscrire au registre d'état civil, il est possible que le mandat ne soit pas trouvé pendant les premières années d'inaptitude ou les premiers mois, par exemple, et que cela mette donc à mal la volonté du mandant. Après, rien n'empêche le mandant d'en garder une copie chez lui ou d'en donner une copie à son mandataire, par exemple, mais l'idée globale est de faire en sorte que l'autorité en ait connaissance dès la perte de discernement, ce que l'inscription au registre d'état civil permet. On va passer maintenant à l'étendue du mandat. Eh bien, à l'instar d'un testament qui déploie ses effets au décès du testateur, le mandat pour cause d'inaptitude ne sera exécuté qu'au moment de l'incapacité de discernement. Une fois l'incapacité de discernement déclarée, cette personne ne pourra donc plus effectuer de modifications ou de précisions sur sa volonté. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement si le mandat correspond toujours aux attentes du mandant afin de pouvoir l'adapter à des changements de situation. Je ne sais pas, il est possible de se fâcher avec le mandataire qu'on a choisi et dans ces cas-là, il sera important d'en rédiger un nouveau, de le réadapter, de le réenregistrer. Pardon, attendez. Ah, voilà. Quant à son étendue, eh bien, son étendue même, le mandat se limite aux tâches clairement définies dans ce dernier. Pour ce qui est des tâches non confiées au mandataire, l'autorité devra vérifier si elles pourraient être assumées par un conjoint ou un partenaire registré ou si elle devra au contraire nommer un curateur ad hoc, soit un curateur pour ces cas précis. Et c'est là qu'on en vient au contenu du mandat, qui est peut-être la partie la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on écrit dans ce mandat? Un conseil à prendre en compte, déjà, est que le contenu du mandat doit être défini aussi clairement que possible afin de refléter la volonté du mandant, mais surtout afin d'éviter toute ambiguïté. Ça permet d'éviter déjà tout conflit d'interprétation future, mais également que le mandataire ait trop de pouvoir ou au contraire pas assez. Alors, comme expliqué précédemment, le mandat porte sur 3 catégories différentes. Il porte sur l'assistance personnelle, sur les rapports juridiques avec les tiers et sur la gestion du patrimoine. À noter d'ailleurs que ces tâches peuvent être cumulatives ou alternatives, et ça, c'est libre au mandant de décider. Alors, si on commence par l'assistance et des soins personnels, le mandant peut par exemple prévoir de faire en sorte que certaines mesures soient prises pour sa santé, pour que son courrier soit traité régulièrement, au contraire, ou alors tout simplement pour que sa vie continue d'être ordonnée. Et c'est là que je vais faire une petite parenthèse à laquelle il faut faire attention. Car dans ce cadre de l'assistance et des soins personnels, si les tâches confiées se rapprochent trop du domaine médical, si par exemple on prévoit quel type de traitement est-ce qu'on veut lorsqu'on sera incapable, si on prévoit qu'on veut s'inscrire à Exit, eh bien ce mandat constituera alors des directives anticipées au sens de l'article 370 du Code civil qui sont soumises à des règles différentes de celles du mandat pour cause d'inaptitude. Voilà. Néanmoins, ces directives seront valables puisque les conditions formelles des directives anticipées sont moins restrictives que celles du mandat pour cause d'inaptitude. Mais une question peut tout de même se poser qui est celle de savoir ce qu'il se passe si une personne a rédigé un mandat pour cause d'inaptitude dans lequel elle a inclus des dispositions médicales, de même que des directives anticipées à un autre moment de sa vie peut-être. Bon, dans cette situation-là, à qui la priorité? Alors, en réalité, la réponse varie en fonction des circonstances, mais les directives anticipées étant plus spécifiques au domaine médical, le représentant thérapeutique devrait en principe l'emporter sur le mandataire d'inaptitude.
Cependant, il est possible que le mandat pour cause d'inaptitude constitué postérieurement à des directives anticipées révoque ces dernières, sauf s'il en constitue indubitablement un complément. Alors, à notre avis, en cas de doute sur la désignation du représentant, il s'agira de chercher la réelle volonté du mandant en s'inspirant des règles d'interprétation classiques. Donc voilà, pour terminer, je vais fermer cette petite parenthèse sur les directives anticipées. Il est important, je pense, d'en discuter préalablement avec son médecin traitant, car leur contenu est bien plus technique que ce qu'on mettrait dans un mandat pour cause d'inaptitude dans la partie assistance personnelle. Et je doute qu'un notaire ou un avocat ait les capacités de vous conseiller quel type de traitement on peut prévoir et autres. Donc, très important, le mandat pour cause d'inaptitude, c'est une chose, et ça ne traite pas des questions médicales. Si on veut traiter des questions médicales, on rédige des directives anticipées. Voilà, c'est la fin de cette petite parenthèse. On revient maintenant au deuxième type de contenu du mandat pour cause d'inaptitude, et il s'agit là de la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers. Donc cela concerne le pouvoir de signer et résilier des contrats, par exemple, le pouvoir de conduire des procédures judiciaires ou encore de se faire représenter auprès des autorités, des tiers ou des banques. Cela concerne l'obtention de données d'accès aux comptes, bancaires ou digitaux, accès aux coffres, levée des secrets professionnels, etc. Quant au troisième type de contenu, celui-ci concerne la gestion du patrimoine. Donc, dans ce cas-là, il peut être prévu que le mandataire s'occupe des questions administratives et financières, de la gestion et de l'accès aux propriétés immobilières, prévoir que les transactions immobilières se fassent, gérer les hypothèques, gérer des titres ou encore acquérir des biens. C'est assez large. Alors là, dans les slides, je vous ai mis une petite phrase typique de ce qui pourrait être mis dans le mandat. Je vais la lire avec vous. Mes titres, y compris les avoirs en compte, continueront à être gérés conformément à la stratégie de placement définie au moment de la prise d'effet de ce mandat pour cause d'inaptitude et ou poursuivi auprès de ma banque. La personne chargée de la gestion des actifs a le droit, mais non l'obligation, d'adapter la stratégie si nécessaire et de choisir un profil d'investissement moins risqué. Il est expressément autorisé à donner des instructions de gestion de fortune à la banque. Donc voilà, ça c'est une phrase typique de ce qu'on pourrait mettre dans un mandat pour gestion du patrimoine. On passe maintenant à la désignation du mandataire. Qui choisit-on comme mandataire? Bien, déjà, le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale et elle doit être désignée nommément dans le mandat. En plus de cela, il est souvent conseillé, enfin, en réalité, il est même plus que conseillé, il est indispensable de nommer un mandataire de remplacement dans le cas où le mandataire primaire refuserait le mandat, ne serait tout simplement pas apte ou déciderait de le résilier. En effet, dans la mesure où le but de ce mandat est justement de ne pas avoir affaire à l'autorité de protection d'adultes, le mandat, lorsqu'il est bien rédigé, doit se suffire à lui-même sans avoir à être réinterprété par l'autorité. Il convient également de noter que le mandant peut désigner une ou plusieurs personnes comme mandataires qui peuvent agir conjointement ou non. Et si rien n'est prévu, toutes les décisions devront être prises conjointement et les divergences seront alors tranchées par l'autorité. De nouveau, là dans les slides, je vous ai mis un petit exemple d'une règle de substitution typique avec une option conjointe et une option individuelle. Alors, en cas d'incapacité de A, qui est le mandataire principal, en cas d'incapacité de A susmentionné, je nomme Monsieur X et Madame Y comme mes mandataires de remplacement au sens des articles 360 et suivants du Code civil. Alors, option 1, les personnes désignées décident conjointement et me représentent donc par une signature collective, ou alors l'option 2, les personnes désignées comme remplaçantes ont le droit de me représenter individuellement. Toutefois, je souhaite que les personnes désignées comme remplaçantes se consultent avant de prendre les décisions de la plus grande importance. Bon, alors là, peut-être le terme la plus grande importance, c'est ici un terme général, mais en réalité, il conviendra peut-être de détailler de façon plus précise. Je ne sais pas moi, si on parle de gestion du patrimoine, il faudra peut-être dire que toutes les décisions de plus de 10 000 francs, 100 000 francs ou autres sont considérées comme des décisions de la plus grande importance. Et voilà, c'est important de détailler peut-être ça dans le mandat. Là, c'est juste un exemple un peu générique. Alors voilà, on passe à la mise en œuvre. Comment démarre ce mandat?
Eh bien, tout d'abord, l'autorité doit être informée de l'incapacité de discernement. Alors, elle peut être informée par un proche de la personne concernée, mais également à la demande de toute personne intéressée. Ainsi, si vous voulez, quasiment quiconque peut signaler à l'autorité qu'une personne devient incapable de discernement, et c'est à ce moment que cette dernière s'inquiétera de l'existence d'un éventuel mandat pour cause d'inaptitude. Alors, comme nous l'avons dit précédemment dans le chapitre sur la forme, dans la mesure où le mandat n'est pas nécessairement connu des tiers, il appartient au mandant, donc à la personne qui rédige le mandat, de prendre les dispositions nécessaires pour que, le moment venu, l'autorité en ait connaissance. D'où l'intérêt de l'inscription au registre d'état civil, par exemple, comme on l'a discuté avant. Une fois l'existence du mandat connue, l'autorité examinera, 1, s'il est valablement constitué, et 2, si la personne a effectivement perdu la capacité de discernement. Si ces 2 points sont confirmés, l'autorité examinera si le ou les mandataires sont aptes à remplir le mandat et si il ou elle est prête à s'en charger avec toutes les conditions et les dispositions qui y sont liées. Et je vous dis cela car le mandataire, lui, n'est pas obligé d'accepter le mandat ou alors peut simplement se limiter à en accepter qu'une seule partie ou 2 parties sur les 3, etc. Bref, si toutes les conditions qu'on vient d'évoquer sont remplies, l'autorité prendra alors une décision de validation du mandat et celui-ci sera applicable. S'agissant du mandataire, une fois que celui-ci accepte le mandat, il est intéressant de noter qu'il ne pourra en principe le résilier que moyennant respect d'un délai de 2 mois, la résiliation pour juste motif restant bien évidemment réservée. On arrive maintenant au 7e et dernier point de cette présentation générale. Alors, comme nous venons de le voir, l'autorité peut agir en amont, en contrôlant la validité du mandat, mais elle peut également agir en aval en cas de conflit d'intérêts. Ceci est prévu par l'article d'ailleurs 365 du Code civil. La loi prévoit elle-même qu'en cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit. Et selon le tribunal fédéral, il y a conflit d'intérêts lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté. Donc c'est très strict. Dès que la personne a un intérêt dans l'affaire, c'est considéré qu'il y a un conflit d'intérêts et les pouvoirs prennent fin de plein droit. Mais il y a néanmoins une exception. Si le mandant a accepté ce conflit en toute connaissance de cause au moment de la rédaction du mandat et qu'il soit possible de le prouver. Dans ces cas-là, eh bien, c'est possible de passer au-dessus du conflit d'intérêts, mais il faut que ces 2 conditions soient remplies. Au slide suivant, je vous ai mis un petit exemple de ce qui pourrait être rédigé dans un mandat pour cause d'inaptitude afin de montrer que le mandant a intentionnellement et en toute connaissance de cause autorisé son mandataire à agir malgré le conflit. Alors, je vous propose qu'on le lise ensemble de nouveau. Mon fils A et moi-même détenons ensemble, en tant que copropriétaires, la parcelle immobilière 1 de la section 1 du registre foncier de Genève avec la maison d'habitation rue 1. Je suis conscient et accepte que A puisse éventuellement avoir un conflit d'intérêts lors de l'exercice de ce mandat pour cause d'inaptitude en relation avec ce bien immobilier. Je souhaite que A, en tant que mon mandataire pour cause d'inaptitude, puisse malgré tout me représenter dans ce cas. Toutefois, en cas d'impossibilité de A de me représenter dans une affaire particulière, mon deuxième fils B susmentionné me représentera en tant que mandataire de remplacement. Donc voilà, ça c'est une clause typique qu'on pourrait mettre dans un mandat qui permet de prouver qu'on avait conscience du potentiel conflit et qu'on l'accepte. Donc voilà pour ce qui est de la description générale de ce qu'est un mandat pour cause d'inaptitude. Alors en conclusion, il est toujours, à mon avis, utile de se faire assister par un avocat ou un notaire afin déjà d'éviter des erreurs d'interprétation, d'être sûr que le mandat soit valable quant à la forme et au fond, et que le mandat soit dûment inscrit et du coup utilisé le moment venu. Alors voilà, je vais maintenant laisser la parole à Philippe Frézard et je vous propose de poser vos questions à la toute fin si cela vous convient. Je vous remercie de votre attention et Philippe, tu as la parole. Merci Victor. Je ne suis pas sûr que la technique pour l'instant nous permette de me revoir, mais ce n'est pas très important.
Je vais passer maintenant à la présentation des situations particulières. Je partage mon écran et je crois que ça fonctionne. C'est parfait. Voilà, alors, merci beaucoup, Victor, pour cette présentation générale. Les situations particulières que je vais analyser sont de trois types, si on veut bien. D'une part, la question de la répartition des tâches entre deux ou plusieurs mandataires, mais aussi ensuite l'éventuelle nomination d'un comité chargé de mettre en œuvre le mandat pour cause d'inaptitude. Et puis enfin, un troisième cas de figure sera celui plus spécifiquement lié à une entreprise détenue par les personnes donnant le mandat pour cause d'inaptitude. Donc, pour commencer, premier point, la question de la répartition des tâches entre deux ou plusieurs mandataires. La situation de départ est assez simple, si on veut, c'est un mandataire qui ne souhaite pas ou ne veut pas couvrir tous les domaines d'activité du mandat. Ça peut être pour multiples raisons. Ça peut être parce qu'il a peu d'affinité avec certains domaines couverts en principe par le cahier des charges qu'il attend. Ça peut être aussi parce qu'il ne souhaite pas se mouiller en fonction peut-être d'autres participants à l'environnement du mandant. Dans ce cas-là, la proposition de texte, je vous la lis également, mais l'introduction, on va la revoir souvent et je me passerai de le faire lors des prochains slides. Donc, pour le cas où il deviendrait temporairement ou définitivement incapable de discernement, il ne serait ainsi plus en mesure de gérer personnellement son bien-être physique, psychique et ou financier. Le comparant désigne les personnes nommées ci-dessous en qualité de mandataire. Pour tout ce qui touche à l'assistance personnelle, il va falloir se référer au chiffre 2.1 dans mon exemple, respectivement en matière de gestion du patrimoine et de représentation dans les rapports juridiques avec les tiers, ce sera le chiffre 2.2. Alors, s'agissant de cette assistance personnelle, eh ben, ça va souvent être un conjoint ou une conjointe, un partenaire de vie, peut-être un enfant. Et puis, s'il y a une situation notamment patrimoniale tout à fait spécifique, il arrive qu'il faille faire appel à une autre personne de confiance, voire à une structure, par exemple un family office. J'y reviens dans quelques instants, mais ceci dépend évidemment de l'importance du patrimoine. Alors maintenant, si on détaille un petit peu plus ces questions de gestion du patrimoine, on donne le mandat ici, dans mon exemple, à une Madame A. C'est bien. Mais en plus, cette Madame A peut soit elle-même être en mesure de s'occuper de toutes les questions qui vont ressortir à la question de la gestion du patrimoine, à la présentation dans les rapports juridiques avec les tiers. C'est un cas de figure. Mais ça peut aussi être encore plus compliqué que ça. Que Madame A, par rapport aux travaux administratifs, par rapport à l'ampleur de la tâche, puisse devoir faire appel à un family office. Et c'est le cas de figure que j'ai illustré ici. Donc, le comparant rappelle, comme je l'ai écrit, rappelle au mandataire qu'il a d'ores et déjà constitué une structure appropriée pour administrer sa fortune et propre finalement, et la fortune matrimoniale en général, s'il s'agit d'une personne mariée, et ceci par un family office. Alors, c'est maintenant, il faut aller encore un petit peu plus loin dans les mesures à mettre en place. On peut dire que ce family office, finalement, il permet de gérer, de structurer, de représenter, de finalement prendre à sa charge toutes les tâches nécessaires pour la gestion du patrimoine, mais aussi on peut aller jusqu'à dire que finalement, pour être sûr que le family office remplisse bien toutes ses fonctions et sous le contrôle de Madame A, cette Madame A peut être certes à l'extérieur, mais c'est encore mieux, c'est à l'intérieur. Et donc, du coup, le mandant donne pour mission d'élire le mandataire en charge de la gestion, et ceci en tant que président du conseil ou présidente du conseil d'administration de la société Family Office ABC SA. Alors, on a plusieurs hypothèses dans le cas de figure. Soit Madame A a déjà été nommée ou élue présidente du conseil d'administration de la société anonyme avant même que le mandant ne devienne incapable de discernement. Dans ce cas-là, aucun besoin particulier supplémentaire. Si par hypothèse,
le mandant était lui-même le président, mais a déjà quand même mis en place les mécanismes pour que Madame A soit membre du conseil, alors que tout allait bien lorsqu'il avait toute sa tête. Dans ce cas-là, le point sera de faire en sorte que Madame A devienne présidente. Comme vous le savez, il y a ensuite, au niveau du droit des sociétés, deux situations possibles. Soit le président ou la présidente est élu par l'Assemblée générale, premier cas de figure, soit, deuxième cas de figure, la présidente ou le président reçoit ses pouvoirs dans le cadre d'une décision de constitution du conseil d'administration. C'est évidemment inhabituel, ou plutôt inhabituel, notamment dans les petites structures, que le président, la présidente soit nommé par l'Assemblée générale. D'habitude, on fait plutôt le système de la Selbstkonstituierung, comme on le dit en allemand, mais néanmoins, c'est évidemment la solution la plus sûre que cette élection se fasse par l'Assemblée générale. Pourquoi? Ben, évidemment, il se pourrait que dans le conseil d'administration, par hypothèse, Madame A ne soit pas toute seule, qu'il y ait par hypothèse deux autres membres, et si ces deux autres membres, en guillemets, se liguent contre elle et n'en font pas d'elle la présidente, forcément que le but n'est pas atteint. Donc, du coup, il est conseillé dans ces situations-là de faire en sorte que les statuts prévoient que le président, la présidente, soit nommé par l'Assemblée générale. Évidemment que le putsch organisé par nos autres administrateurs, il n'est pas très, très dangereux non plus, dans la mesure où si Madame A a les pouvoirs d'exercer le droit de vote en lien avec les actions qui sont la propriété du mandant, il lui suffira d'organiser une nouvelle assemblée générale, de révoquer les administrateurs putschistes et évidemment, d'un coup d'un seul, elle se retrouvera seule administratrice et pourra dès lors agir et exercer toutes les fonctions inhérentes à une présidente. Si elle est toute seule, elle n'est même pas présidente, elle est seule administratrice et elle a tous les pouvoirs. Troisième cas de figure, ce serait celui où elle n'a pas été nommée au conseil d'administration par le mandant au moment où celui-ci avait encore toute sa tête. Dans ce cas de figure-là, il faut passer par le biais d'une assemblée générale qui élit la personne au conseil d'administration et ensuite, au niveau de la présidence, on se retrouve avec les cas que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce niveau-là. Et dernier point, concernant toujours ce family office, on a ici une clause qui va plus au niveau des instructions et qui se réfère finalement à tous les grands principes et stratégies qu'aurait fixé le mandant par hypothèse avec des instructions, règlements, etc., etc. C'est ce que j'ai nommé sur ce slide. C'est évidemment très strict, très rigide, une telle formulation. Ça peut être voulu, c'est à examiner avec le mandant, c'est à discuter avec lui au moment où on met en place le mandat pour cause d'inaptitude. D'autres solutions beaucoup plus flexibles peuvent évidemment être tout aussi utiles ou même plus utiles et beaucoup plus intéressantes, ne serait-ce que, évidemment, avec l'évolution des choses imprévisibles, une stratégie bonne à un moment donné pourra s'avérer beaucoup moins positive quelques années plus tard. Et donc, du coup, la flexibilité plaiderait plutôt pour ne pas avoir une telle formulation. Deuxième cas de figure dont je voulais vous entretenir ce soir, c'est celui finalement de la nomination d'un comité. La situation de départ ici, elle est toujours un petit peu liée à cette question de ne pas donner tous les pouvoirs à un seul mandataire, mais plutôt de les répartir. Et puis, on a souvent des situations un petit peu plus sensibles, des situations de vie un petit peu plus sensibles. Par exemple, s'il y a un deuxième ou un troisième conjoint, par exemple, s'il y a des enfants de plusieurs lits, ça peut, et peut-être même un mineur encore, ça peut donc poser un certain nombre de questions qui font que on a de bonnes raisons en tant que mandant de vouloir dispatcher finalement les pouvoirs. Et ici, en mettant en place quelque chose de tout à fait spécifique, une sorte de comité qui va prendre les décisions importantes. Dans la proposition de texte que j'ai rédigée, j'ai distingué de manière très vague, je vous l'accorde, la question que Monsieur A, qui serait le mandataire, disons, de base, Monsieur A aurait l'assistance personnelle et la gestion du patrimoine pour tous les besoins appelés quotidiens. Et puis pour tout le reste, les besoins qui vont au-delà des besoins quotidiens, mais aussi pour la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers, la comparante confie le mandat à un comité formé de Madame B en tant que présidente, Monsieur C et Madame D. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est qu'il est évidemment important
comme à peu près dans tout conseil, comité ou autre, de prévoir un nombre impair de membres, même si évidemment on va parler ensuite d'une solution pour le cas d'une égalité des voix au sein de ce comité. Et puis, cette formule ici, avec 3 membres, mais pourquoi pas 5, pourquoi pas 7, ou que sais-je, ça a un coût. Donc, du coup, il faut, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, pardonnez-moi, il faut s'assurer qu'on a en fait un patrimoine et des besoins qui sont couverts par la mise en place d'un tel comité. Parce que mettre en place un tel comité pour au final prendre des décisions qui portent sur des montants ridicules, c'est une gageure, ça coûterait rapidement beaucoup trop cher et c'est surtout la fortune du mandant qui en souffrirait. Ceci dit, voici donc maintenant une petite phrase concernant le processus décisionnel, plus une énumération d'un certain nombre de tâches qui peuvent être confiées à ce comité. Alors, au niveau du processus décisionnel, ici, on peut voir simplement une règle de majorité, alors que les décisions doivent être prises en commun par les membres du comité, donc en principe 3 personnes, mais il se peut qu'un ne soit pas là, il se peut qu'ils ne soient pas d'accord entre eux, 2 contre 1, et donc du coup, la majorité suffit pour prendre la décision. Il se peut aussi qu'on ait finalement 3 formules sur la table, par exemple, dans un cas de figure, 3 solutions à un problème, et que par hypothèse, nos 3 membres soient chacun pour une des solutions. Dans ces cas-là, pour régler ce problème, on met quand même une voix prépondérante à la Madame B, qui est présidente, et ça nous permet d'avoir une solution à notre problème. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut évidemment mettre en place, en tant que mandant, une sorte de règlement du comité, de règlement d'organisation, comme ce serait le cas dans un conseil d'administration. Un tel règlement pourra traiter notamment des questions de compétences de la présidente toute seule, pourquoi pas, sur certains aspects, et du plénum. Mais il traitera aussi des questions d'organisation au sens strict, donc les questions de convocation, qui convoque, qui a le droit de demander la convocation, les questions de délai, les questions de mention des objets de l'ordre du jour d'une séance, mais on pourra aussi parler plus concrètement aussi de la tenue des réunions, d'autres formes de majorité que celles qui sont mentionnées ici, si on a plus de nombre. Pourquoi pas même distinguer entre ensuite des majorités simples sur certains objets de peu d'importance et des majorités qualifiées sur des objets beaucoup plus importants. Voilà les questions du processus décisionnel. En ce qui concerne les tâches, je ne m'y arrête pas plus longuement. Le point important ici étant d'essayer d'un petit peu mettre le doigt sur cette question des besoins de la vie quotidienne. Et là, comme l'a déjà dit Victor tout à l'heure, on peut essayer de mettre un montant plafond qui sera la limite entre les besoins quotidiens et les besoins non quotidiens, ceci dépendant bien évidemment de la situation patrimoniale du mandant, puisque dans certains cas de figure, avec un patrimoine oscillant par exemple entre 100 000 et 500 000 francs par exemple, ce serait dur, je pense, de mettre la barre des besoins quotidiens à un montant plus élevé par exemple que 10 000 francs, alors que 10 000 francs serait finalement une somme assez peu importante pour une personne disposant d'un patrimoine de plusieurs millions de francs, voire plusieurs dizaines de milliers de francs. Là, forcément, on pourrait mettre la barre un peu plus haut. Voilà un petit peu les questions que je voulais traiter avec le point 2, la nomination d'un comité. Si maintenant on en vient au 3e point, celui d'une situation d'entreprise familiale détenue, dans mon exemple, par 2 sœurs qui détiennent la holding, mais évidemment indirectement aussi les sociétés filles. Elles siègent dans les conseils d'administration de ces sociétés, et puis elles sont propriétaires à 50% chacune. Le but est vraiment d'éviter que des tiers, en particulier les conjoints, partenaires de vie, les respectifs des 2 sœurs, se mêlent des affaires de l'entreprise en cas d'incapacité de l'une ou de l'autre sœur. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. On sait à quel point ces personnes tierces sont parfois de mauvaise influence. C'est le cas évidemment en matière successorale, comme on le sait tous, mais c'est aussi déjà le cas potentiellement dans l'exercice des pouvoirs d'un mandataire. Alors ici, la proposition consiste finalement à faire 2 fois 2 mandats pour cause d'inaptitude. Je vous rassure,
c'est pas pour encaisser plus d'émoluments, c'est un aspect purement pratique qui plaide pour cette solution. Pourquoi? Ben évidemment, on va distinguer réellement les tâches, à la fois ce qui concerne tout ce qui est l'assistance personnelle et tout ce qui concerne même potentiellement la gestion patrimoniale, mais qui ceci est sous exception de l'entreprise familiale, et notamment par exemple la maison, par exemple d'autres actions, titres qui sont détenus par une des deux sœurs. Ben ça, si ça n'a pas de lien direct avec l'entreprise familiale, il n'y a pas de raison que ce soit l'autre sœur qui s'en occupe. Donc, pour ces tâches-là, on va mandater une personne proche, comme régulièrement, un conjoint, des enfants, etc. Par contre, on va faire encore 2 mandats, et ceux-ci seront ceux, pardon, excusez-moi, je m'endouille, ceux qui concernent l'entreprise au sens strict, et là, de manière croisée, réciproque. Donc, chaque sœur va mandater l'autre sœur pour tout ce qui a trait à l'entreprise. Alors, dans ces mandats réciproques, c'est ceux-ci qui nous intéressent, les autres 2 mandats plus de l'assistance personnelle, voire la gestion patrimoniale hors entreprise nous intéressent ici pas du tout. Un des points importants, c'est d'être le plus large possible, toujours pour prévoir, entre guillemets, l'imprévisible. Et c'est pour ça que je formulerai en disant en mesure d'exercer et d'assumer les droits et obligations en tant qu'actionnaire et ou membre du conseil d'administration, on y reviendra tout à l'heure. Alors, de quoi? Ben de groupe SA, de la filiale FIL SA, voire de toute autre entité du groupe. Et là, on peut être un peu plus vague, existante, ou à acquérir, ou encore à créer. Le cas échéant, en cas de successeur universel, donc si on a une fusion, si on a un transfert de patrimoine, si on a une transformation de société, si on a un changement de réseau social, enfin toute une série de possibilités de des sociétés, eh ben, l'idée, c'est que on puisse pas venir dire 8, 10 ou 12 ans plus tard, lorsque le mandat prend ses effets, ah ben attendez, cette société, elle n'existe plus. Et donc, du coup, le mandat ne prend pas effet. La sœur qui est capable de discernement ne peut pas représenter sa sœur qui n'est plus capable de discernement. Ça, il s'agit de l'éviter à tout prix. Et on essaie de le définir en disant si après entité du groupe, ça nous permet de ne pas répéter 42 fois ensuite dans le reste du mandat toute la panoplie de groupes, de filles, d'autres entités du groupe, etc. Donc, en donnant une définition une fois pour toutes, on s'en sort. Et puis ensuite, on a cette question de donner des pouvoirs en sa qualité d'actionnaire et ou de membre du conseil. Alors, c'est évidemment très simple au niveau de l'actionnariat, puisque ça permet à la mandataire de représenter la mandante en exerçant le droit de vote, en prenant toutes les décisions typiques d'une assemblée générale. C'est beaucoup moins simple en ce qui concerne le conseil d'administration. L'idée ici dans le mandat, c'est de prévoir cette solution, cette hypothèse, de se dire que peut-être qu'une fois la représentation d'un membre du conseil par une autre personne sera possible, et donc du coup, autant le faire. Mais évidemment qu'on met directement un bémol en disant pour autant que ce soit possible à l'avenir, parce que sans cela, ce ne sera évidemment pas possible de représenter un membre du conseil, et les pouvoirs du conseiller d'administration, respectivement mandataire de la personne mandante, s'exerceront uniquement du fait de sa qualité de membre du conseil d'administration. Et puis, on le met de manière aussi précise en disant que finalement, les décisions pourront être prises le cas échéant, même sans la participation et ou l'accord de la mandante, pour ne pas qu'on se retrouve bloqué, notamment aussi dans des situations qui prévoiraient des majorités qualifiées, notamment par le biais d'une convention d'actionnaires ou dans les statuts ou que sais-je. Donc voilà un petit peu les outils que l'on pourrait mettre en place et sachant qu'il y a encore une fois, c'est surtout d'éviter tout blocage du fonctionnement du conseil d'administration. Sur la question de ces mandats, il s'agit, je crois, utilement de préciser que la mandante ne confie pas les droits patrimoniaux en lien avec les actions, mais uniquement les droits de vote. Donc, en d'autres termes, la mandataire, la sœur mandataire pourra bel et bien représenter les actions lors de l'Assemblée générale, prendre les décisions nécessaires,
Mais s'il s'avère que, par exemple, suite à une décision concernant l'utilisation du bénéfice ressortant du bilan, un dividende est versé aux actionnaires, ce dividende n'est pas versé logiquement à la mandataire, mais au mandant et sera ensuite évidemment géré par le représentant du mandant s'agissant du mandat principal et non pas en lien avec l'exercice des droits d'actionnaire au niveau du droit de vote et ou en tant qu'exercice au niveau du conseil d'administration. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question-là. Et puis, un ultime point important, je crois aussi, c'est celui des instructions. Ici, ça mange pas de pain. C'est simplement rappeler qu'il faut que le mandataire continue à respecter un tant soit peu les formes, de tenir des procès-verbaux des assemblées générales, de tenir des procès-verbaux des séances du conseil d'administration. Ces procès-verbaux peuvent être simplement décisionnels, il n'y a pas besoin d'en écrire des tartines, forcément, quand on fait une séance avec soi tout seul, il n'y a pas besoin de mentionner mille et une choses dans le procès-verbal, mais à tout le moins, pour répondre aux besoins de bonne gouvernance, pour également, en cas notamment d'un processus de M&A, si la société devait être reprise dans une due diligence, il est évidemment important de montrer quand, pourquoi, quelles décisions ont été prises, et ça, évidemment, ce sont les procès-verbaux des séances du Conseil, respectivement de l'Assemblée générale, qui vont permettre de l'établir. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de cette présentation. Je repasse donc la parole à Victor. Merci beaucoup. Merci Philippe pour cette présentation très utile avec tous ces conseils pratiques et anti-putschistes pour certains. On va maintenant passer, on va voir s'il y a des questions dans le Q&A. Alors, quelques questions. Est-ce que les slides de la présentation seront accessibles en fin de présentation? Alors ça oui, déjà la présentation sera mise en ligne sur le site de Keller Alscarar. Donc vous aurez la présentation avec les slides et j'imagine que les slides seront attachés. S'ils ne le sont pas, on vous les enverra de toute façon. Je note votre nom et puis comme ça je vous l'enverrai. Mais je pense que tout sera sur le site de Keller Alscarar. Après, une deuxième question. Peut-on prévoir dans le mandat que le mandataire soit rémunéré? Alors bon, ça peut-être je peux répondre rapidement, Philippe. Oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, c'est possible. Philippe en a parlé aussi dans sa présentation. On peut prévoir une rémunération du mandataire. Après, si c'est pas le cas, ça n'empêche pas que le mandataire soit défrayé pour tous les frais qu'il engendre. Et si tout d'un coup son rôle devient de plus en plus prendre de plus en plus de temps, il pourra, selon moi, demander à l'autorité de protection de l'adulte de revoir peut-être cette partie-là du mandat pour faire en sorte qu'il ait peut-être un petit salaire ou en tout cas qu'il soit défrayé de façon plus importante. Dis-moi si tu es d'accord avec ce que je dis, Philippe, mais il me semble que c'est bien ça la solution. Complètement d'accord avec toi. Ce qu'on voit aussi souvent en pratique, c'est déjà point 1, à mon avis, il faut régler ce point dans le mandat pour cause d'inaptitude. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en réalité, régulièrement, lorsque les liens entre le mandant et le ou les mandataires sont des liens de proximité, notamment dans un cercle familial, dans ces cas-là, le mandant demande régulièrement à ses mandataires de renoncer à une rémunération. Mais j'ai déjà vécu pas mal de cas inverses aussi, dans lesquels expressément le mandant qui a bien conscience de la tâche, qui a bien conscience du travail qui va être attendu de la part du mandataire, souhaite que son fils, sa fille, qui aura tout ce job, tout ce boulot, reçoive une rémunération. Et pour que ça donne pas de contestation vis-à-vis des autres frères et sœurs, il est évidemment plus qu'utile de le prévoir expressément. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore peut-être une petite question? Oui. Quel est le coût d'un tel mandat? Ah, bonne question, mais difficile d'y répondre. En tout cas, pas précisément. Les mandats, finalement, on va avoir
deux solutions. Tu l'as dit au niveau de la forme. Au niveau de la forme, on va avoir soit un mandat holographe. Alors, un mandat holographe, par hypothèse, il aura été recopié des modèles qu'on trouve sur Internet. Point 1. Point 2, il aura fait l'objet d'une proposition de son notaire, de son avocat. Et puis, on le recopie à la main de A à Z, comme tu l'as dit, on signe, on date. Et dans ce cas-là, il va falloir acquitter la facture d'honoraires de son avocat. Troisième cas de figure, on le fait en la forme authentique cette fois-ci, chez un notaire. Et là, ce sont bel et bien les régimes des tarifs cantonaux des notaires qui vont être applicables. Donc, ce qui vaut à Genève n'est pas valable à Berne et encore moins dans le Jura ou en Valais. Donc, chaque canton a son système d'émolument en ce qui concerne les actes des notaires. Et donc, du coup, je ne peux pas répondre de manière précise à cette question. S'agissant de Berne, du canton dans lequel j'exerce le notariat, les coûts minimaux d'un mandat pour cause d'inaptitude sont de 500 francs. C'est beaucoup, dans certains cas très simples. Et puis, en même temps, dans les cas que j'ai présentés tout à l'heure, lorsqu'on fait du sur-mesure, lorsqu'on a 1, 2, 3 entretiens de conseil avec les clients avant la mise en place d'un mandat, lorsque, par hypothèse, on met encore en place un règlement, comme je l'ai évoqué, par exemple, pour le comité, et donc ceci étant l'objet d'une sorte d'annexe au mandat, on a tout de suite une activité très importante et qui, elle, alors aboutit à des émoluments notariaux qui vont plutôt chercher entre 2 et 3 000 francs qu'à 500 ou 7 ou 800 francs. Merci Philippe. Il y a encore une question, je vois, c'est le mandataire est-il tenu de présenter des comptes à l'autorité de protection de l'adulte comme dans le cas d'une curatelle? Alors Philippe, je sais pas, as-tu la réponse à cette question? Alors oui, disons à nouveau, si tant est qu'un mandant se donne la peine de faire un mandat, autant être précis et autant le dire. Donc, dans toute la mesure du possible, il faut déjà que le mandat pour cause d'inaptitude soit précis sur ces points-là et évoque cette question. En principe, si le mandat ne prévoit rien, il n'y a pas d'obligation de rendre des comptes. Mais là, de nouveau, moi, mon conseil est exactement dans le sens inverse, mais pas tellement vis-à-vis de l'autorité, mais simplement, à tout le moins, établir une sorte d'inventaire d'entrée, donc faire en sorte qu'au moment du début de la prise des fonctions de mandataire, eh bien, on fasse une situation très précise ou la plus précise possible de la fortune pour que le moment venu, notamment vis-à-vis de tierces personnes, il soit possible de justifier l'évolution de cette fortune. Les évolutions à la hausse ne posent jamais de problème. Ça, en tout cas, j'en ai encore jamais vu. Par contre, évidemment, ce qui menace, ce sont les évolutions à la baisse. Il n'y a qu'à connaître les coûts engendrés, par exemple, par des soins dans une maison de retraite. Dans une maison de retraite avec peut-être un suivi médical, ça donne tout de suite des montants si importants que les revenus n'y suffisent évidemment plus, les revenus ordinaires, et ça fait baisser la fortune. Donc, en tant que mandataire, on est beaucoup plus à l'aise lorsqu'on a, premièrement, établi une sorte de bilan inventaire d'entrée, et puis lorsque, au fur et à mesure que les années passent, on fait une situation comptable chaque année qui permet de montrer l'évolution de ce patrimoine. Et encore une fois, on est surtout plus à l'aise vis-à-vis de tous les proches avec lesquels on va peut-être devoir, entre guillemets, batailler au moment de l'ouverture de la succession. Merci beaucoup Philippe, et puis merci pour toutes ces questions dont les réponses et les questions d'ailleurs étaient très intéressantes. Alors voilà, il n'y en a plus d'autres. Si vous en avez encore, n'hésitez pas via le bouton QR qui se trouve en bas de votre écran. Sinon, je pense que... En ce qui concerne la question tout à l'heure, peut-être, Victor, excuse-moi de t'interrompre, mais sur la question des slides, évidemment qu'on va organiser un mailing. Il y aura des infos sur le site, il y aura probablement aussi carrément le film, ou en tout cas des extraits du film de cet après-midi. Mais à tout le moins, on va aussi envoyer on va faire un mailing avec les slides de nos présentations respectives. Parfait.
Voilà, je crois que s'il y a pas d'autres questions, il n'est pas utile de prolonger artificiellement cette présentation, ce webinaire. Mesdames, Messieurs, chers confrères, les messages que nous entendions faire passer aujourd'hui, vous les avez entendus et nous espérons bien compris. Dans chacun des sites de Keller-Hans-Carrard, à Genève, à Lausanne ou à Sion, à Lugano, à Berne, Bâle ou Zurich, nous sommes bien entendu volontiers à votre disposition pour répondre à vos autres questions peut-être plus concrètes. À toutes fins utiles, je précise que ce webinaire se tiendra une seconde fois en langue allemande la semaine prochaine. Finalement, je peux d'ores et déjà vous annoncer avec beaucoup de plaisir que notre Practice Group clientèle privée va organiser ces prochains mois, à une date qui reste à déterminer, un deuxième webinaire consacré à un autre thème extrêmement important, celui de la révision du droit des successions. Maître Ingrid Iselin, qui a fait partie, excusez du peu, du comité de 9 experts fédéraux qui a élaboré cette révision, sera une conférencière toute désignée et particulièrement qualifiée pour nous en parler. Le délai référendaire est arrivé à échéance le 12 avril sans avoir été utilisé. Le texte est donc final. Il entrera en principe en vigueur le 1er janvier 2023. Vous savez bien qu'en Suisse, il faut toujours prendre son mal en patience. À partir de cette date, grosse évolution en matière de pas réservataire à la baisse et de quotité disponible à la hausse, comme vous le savez peut-être. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et nous réjouissons de nos futurs échanges. Merci à Maître Argan, merci à nos équipes marketing et technique, notamment Nina Korf et Fiona Hofschmidt. Merci à vous tous de votre participation et à très bientôt. Merci. Merci à tous, au revoir.